Mirador, l'interview vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole devrait l'être, devrait être totalement directe, et c'est le cas d'ailleurs chaque fois qu'il est sur ce plateau, avec M. Étienne Soropogui, président du mouvement NVC, Nos Valeurs Communes. Bonjour Étienne. Oui, bonjour Abouaka, bonjour aux amis, bonjour à la Bienvenue. Ouais, est-ce que vous pouvez ajuster son micro? Bienvenue de nouveau sur ce plateau. Question tout simple, comment avez-vous réagi à ces sanctions qui ont été décidées jeudi soir par la CEDEAO réunie en sommet extraordinaire à New York? Écoutez, merci pour cette invitation. Je voudrais dire, très honnêtement, que ceux qui incitent ce groupe de militaires à se radicaliser, à rentrer dans une configuration de bras de fer, à la fois avec les acteurs nationaux et la communauté internationale, ne le font pas du bien. Ils ne font pas du bien à la gente. Je crois qu'ils sont interpellés à redescendre sur terre. Je crois que ça ira mieux pour eux et ça ira mieux pour notre pays. Vous savez, nous, on ne prend pas ces sanctions comme une victoire. À travers le triomphalisme en réalité. En réalité, nous y avons travaillé. Nous avons travaillé pour éviter que le pays ne soit sanctionné. Encore une fois, personne n'a envie que ce pays soit sanctionné. Même si on vous prête, l'intention d'y avoir contribué. Depuis, non, ça c'est... Oui. Je vais vous expliquer. Depuis qu'il y a eu rupture de l'ordre constitutionnel, je crois que des plaidoyers ont été menés, notamment au niveau d'un certain nombre d'acteurs, de la classe politique et de la société civile à travers le monde, pour dire qu'il faut que nous accompagnions ce jeune militaire. Parce qu'en réalité, on comprenait aussi... On a vu le FNDC le faire une tournée dans les capitales ouest-africaines. Donc les gens sont sortis et les gens ont continué à le faire. Quand bien même que les sanctions devaient intervenir, je vais vous faire une révélation. Au niveau de la classe politique, un certain nombre d'acteurs politiques, et ce qu'on appelle là, le logo, ils ont demandé au chef d'État de patienter, qu'on va travailler à dissuader ces militaires pour éviter que les sanctions n'interviennent. Parce qu'encore une fois, les sanctions aussi, au-delà des personnes que ça touche aussi le pays, ça touche les populations. Bien entendu. Alors ce qui a été fait, on a travaillé à trouver un mécanisme pour calibrer les sanctions. Faire en sorte qu'elles ne concernent pas à ce stade-ci. Naturellement, comme ça a été annoncé, ça va être des sanctions graduelles, mais aussi calibrées. À ce stade-ci, ça touche essentiellement les militaires. Donc je crois que cela a été naturellement, cela a dû être travaillé avec ceux que nous sommes comme acteurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une configuration, il faut le reconnaître. Vous avez d'un côté, au niveau national, ceux qui ont par la force pris le pouvoir, ils gèrent en fait c'est une situation de fait sur laquelle nous travaillons à revenir. Mais vous avez de l'autre côté des acteurs, pas des moindres, des responsables politiques et la société civile qui ont les meilleures relations avec nos partenaires à l'étranger. C'est eux qui discutent avec eux, c'est nous qui discutons avec eux. La jeune, c'est entremuré, ce qui fait qu'elle est dans une situation d'isolement total. Alors, d'isolement total. C'est important de revenir sur terre et de voir dans quelle mesure nous pouvons nous mettre ensemble. Parce qu'encore une fois, on ne fera pas l'économie de nous mettre ensemble pour sortir de cette situation. Donc au regard du contexte, ces sanctions n'étaient pas évitables. Non, mais les gens, tout le monde sait qu'à un moment donné, je vous écoutais ici, notamment Emmanuel et beaucoup de personnes, dire qu'en réalité, la CEDEAO même a trop traîné. Je crois que l'objectif, ce n'est pas forcément de sanctionner. L'objectif, c'est de travailler pour qu'on revienne à l'ordre normal des choses. La démocratie, je l'ai dit l'autre fois dans votre émission, c'est une promesse pour la prospérité, c'est une promesse de stabilité, c'est une promesse de paix pour notre pays. Il n'y a pas d'alternative à la démocratie. La seule alternative à la démocratie, c'est le chaos. Et je crois que personne n'a envie que notre pays replonge dans le chaos. C'est en cela qu'il faut rapidement travailler pour sortir de cette situation. Les schémas ont été dictés, les schémas sont connus. Il faut se mettre ensemble. Nous avons décliné ce que nous entendons être, comme on appelle ça, comme cadre du dialogue. Je crois qu'il s'agira, avec toute responsabilité, de travailler pour que nous nous mettons ensemble, nous discutons. Ce n'est pas tard de le faire. Je crois qu'il faut que nos gentils... Le principal point de friction, Étienne, c'est la durée. C'est la durée de la transition. Et c'est là-dessus que la CEDEAO
exigent ou attendent de Conakry, du CNRD, une réponse dans un délai d'1 mois. C'est-à-dire que la junte revienne au schéma qui est souhaité par la CEDEAO, celui de 24 mois. Mohamed Ali se demandait, mais comment peut-on, ou Emmanuel, comment peut-on vouloir imposer un tel schéma de 24 mois à la junte sans qu'on ne dise exactement ce qui doit être le contenu de ces 24 mois. Vous avez de l'autre côté Ousmane Gawal qui s'accroche à l'idée que la CEDEAO devrait examiner la situation des 3 transitions au cas par cas en tenant compte des spécificités et des contenus à mettre dans ces transitions. Que répondez-vous? J'ai envie de rire, très honnêtement. Vous savez, moi, je suis un organisateur des élections. Ouais. Je connais un peu. Parce que de notre entraînement, une transition a vocation à retourner à l'ordre. Il n'y a pas d'autre. Les notions creuses de refondation n'ont aucun sens. Encore une fois, il faudrait qu'elles soient portées par des gens vertueux. Je suis désolé. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler à réunir un certain nombre d'éléments pour présenter ces gens-là qui sont là au peuple de Guinée. Et dire ce qu'ils ont été attendus. Non, mais c'est important qu'on dise ça. C'est-à-dire que moi, quelqu'un ne peut pas se lever. Non, mais je mets la balle à terre. Bien. Mais j'ai envie que les gens quand même ramènent les choses à leur juste proportion. Ouais. Les gens on connaît le passé des uns et des autres. J'ai envie de dire quoi. Il ne faut pas qu'ils nous prennent pour des gens qui sortent. Je crois que c'est important. Ces refondations-là n'ont absolument rien à voir avec... Ils ont d'autres intentions. Je l'ai dit ici. Ouais. Des intentions obscures de conserver le pouvoir. Et ça ne marchera pas. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit dans une de vos émissions. Ouais. Si on compte sur la force, vous venez s'accaparer du pouvoir et vouloir y rester en éliminant un certain nombre de candidats potentiels, mais c'est la porte ouverte au chaos dans le pays. Ouais. Parce que rien n'exclut, je l'ai dit, à d'autres personnes d'aller faire la même chose parce qu'ils se disent que finalement, dans ce pays, il n'y a que la force qui vaut. Et ça, c'est le dangereux. Ouais. C'est en cela que la vocation première de Dieu nous en préserve. C'est de remettre le pouvoir au peuple de Guinée. Et je crois que quand on aura fait ça, remettre le pouvoir au choix du peuple de Guinée, à celui que le peuple de Guinée aura choisi, c'est la meilleure façon de stabiliser ce pays. Bien, le temps est donné. Mohamed Ali, la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Le temps est donné. On va marquer la pause. On revient dans quelques minutes pour continuer ce débat avec notre premier invité, M. Etienne Solopogui, président de NVC, nos valeurs communes. Ensuite, Paul Moussa Diawara qui va s'installer dans ce studio. À ne pas oublier aussi, nous prendrons la direction de Kindia vers la fin de cette émission. Une pause de près de 10 minutes et puis on revient pour continuer Mirador Mixte. De redonner la parole à Etienne Solopogui avant d'interroger Paul Moussa aussi. Ce message d'Abdoul Sako a écouté mes frères bien-aimés Ali, Mohamed Ali et Manu. C'est comme si notre CNRD est composé d'hommes en terrain conquis qui se plaisent à blaguer le peuple sans souci pour sa souffrance sous un soleil au plus de désert insensible. Abdoul Sako, voilà, qui sort la sulfateuse à chaque occasion. Certainement que vous suivez ses réactions. Il est aujourd'hui, il semble se détacher un peu comme la figure de proue de la société civile, qui ne fait pas du tout dans la complaisance. Écoutez, nous travaillons ensemble. Dans le micro. Ajuster son micro. Nous l'encourageons à mener un travail d'acteur de la société civile vertueux. Un travail d'acteur de la société civile patriotique pour aider notre pays à renouer avec la démocratie. Je crois qu'il est encouragé à féliciter. Bien. Donc, je reviens à vous avec cette question. Pour vous, globalement, ces sanctions qui ont été imposées, qui ont été décidées par le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, ces sanctions sont-elles justifiées ou pas, à votre avis? Oui, mais naturellement, je vous l'ai dit tantôt, je crois qu'on ne peut pas remettre en cause la démocratie, quelles que soient par ailleurs ses failles. On peut reconnaître qu'à un moment donné, le système dans lequel nous étions, soit Alpha, avait présenté un certain nombre de failles, mais cela ne justifie pas que celui qui vient veuille faire la même chose. Je crois que c'est en cela que ce qui est en train d'être fait par les acteurs pro-démocratie est à saluer, parce qu'encore une fois, ce travail consiste à tout faire pour que nous puissions remettre le pouvoir au peuple en dernier ressort. Ça nous évite le chaos, ça nous évite des situations qui risquent de plonger notre pays dans des lendemains qu'on ne souhaite pas. Ouais. Est-ce que vous voyez la junte entendre raison
et s'exécuter, quand je dis s'exécuter, c'est-à-dire prendre toutes les dispositions, mettre tout en œuvre pour arriver au bout du délai d'un mois qui lui est accordé, c'est-à-dire au plus tard le 22 octobre, arriver à proposer un calendrier acceptable qui croise les aspirations des chefs d'État de la CEDEAO, c'est-à-dire 24 mois. Est-ce que vous les sentez en capacité d'y arriver au regard des discours qu'on entend? Nous vous rapportions tantôt la réaction du président du CNT, le porte-parole du gouvernement a réagi également, tout comme le chef de la diplomatie guinéenne. Est-ce que vous dites que les jours à venir, la junte pourrait bander ses muscles pour faire face, au lieu de répondre de façon en tout cas correcte aux exigences de la CEDEAO, la junte pourrait plutôt se braquer? Écoutez, c'est ce que je souhaite, très honnêtement. Je souhaite qu'ils... Vous souhaitez quoi? Non. Je souhaite qu'ils se reprennent, qu'ils sachent raison garder et qu'ils comprennent que aujourd'hui notre pays n'a pas besoin d'être indexé au niveau international. Notre pays a besoin de se retrouver avec l'ensemble de ses fils pour construire notre avenir ensemble. Mais bon, il se trouve que quand on les écoute, on sent un certain nombre de discours assez nationalistes. Bon, pour des gens qui ont passé leur vie à travailler pour la France, et qui ont même, avec toutes les jolies femmes qu'on a ici, ça se pose des questions. Très honnêtement, sur leur nationalisme à deux balles. Non, mais je veux dire, je dis ça comme ça, sur leur nationalisme à deux balles. Moi, je suis en train de dire ça comme ça, parce qu'il faut aussi dire, parce qu'en fait, ce message est adressé à un certain nombre de populations de nos pays, notamment jeunes, qui ont envie quand même de sortir des colons. Hein. Je crois qu'il faut aussi que, encore une fois, ceux qui portent ce genre de message soient des exemples, encore une fois. Parce qu'encore une fois, on a comme l'impression qu'ils portent ce message par opportunisme. En réalité, ils n'y croient pas du tout. Bien. Parlant de Étienne Soropogui, je disais admirer son courage parce qu'il était en prison et on connaît les tribunes qu'il proposait, il résistait. Mais ici, on est face à des sanctions, c'est compliqué, on a besoin. Lui-même a dit que certains acteurs de l'opposition n'étaient pas favorables à des dures sanctions. Je voulais savoir, parce que vous tous, vous exigez à la junte d'organiser des élections très rapidement et la junte et ses soutiens nous disent qu'il y a quand même des étapes à franchir. Quelles sont les étapes de cette transition édictée par la junte que vous estimez pas nécessaire et qui pourrait donc aider à organiser une transition un peu plus courte? Écoutez, avant d'aller à vos questions, merci pour les compliments. Bien. Avant d'aller à vos... Je voudrais quand même m'arrêter un peu sur les propos de mon frère. Je crois que la junte actuelle, elle prend très au sérieux les sanctions, en dépit des discours souverainistes qui sont tenus, en apparence. Ouais. Elle prend très au sérieux les sanctions parce qu'elle sait qu'un État ne peut pas être géré sous le coup de ces sanctions, encore une fois. Ne serait-ce que sur la question des principes. Imaginez que quand le président Doumbouya a souhaité partir au Mali, la RTG était remplie de militaires, noirs de militaires. Une configuration comme ça n'a pas vocation à se perdurer. Je crois encore une fois. C'est en cela que nous disons qu'il faut en sortir le plus rapidement possible. Alors, oui, la Guinée a des richesses, personne ne dénie. Les États ont aussi vocation à travailler pour obtenir, pour courir derrière leur intérêt. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, au sortir des deux guerres mondiales, l'architecture du monde a été bâtie autour d'un certain nombre de principes. On appelait ça l'ordre public mondial a été bâti. Je crois que derrière la démarche qui est menée par les États à courir derrière leur intérêt, ils travaillent aussi pour que le monde soit le plus vertueux possible. Il n'y a pas que les bétons, il n'y a pas que les richesses. Il y a aussi derrière les valeurs sur lesquelles ces États sont assis, sur lesquelles ils travaillent pour que ces valeurs-là prennent corps au niveau mondial. Je crois que c'est en cela c'est important d'en tenir compte. Les rhétoriques qui consistent à dire aux gens, non, on peut tenir, je crois que ça ne fait pas de bien. Ni au pays, ni à ceux qui sont là aujourd'hui. Je crois qu'il faut les encourager à mettre en place un mécanisme qui permette que les Guinéens se parlent. Il ne faut pas encourager que les sanctions
plus sévères interviennent encore. Parce que ne se fera pas du bien ni à ceux qui gèrent aujourd'hui la Guinée, ni à notre concrètement, en un mois, qu'est-ce que les autorités de la transition doivent faire concrètement pour échapper à d'autres sanctions? Mais ce qui doit être fait rapidement, avant le 22, c'est d'ouvrir les discussions sérieuses, honnêtes, avec les acteurs de la vie nationale. Mais on l'a dit aussi, partout dans le monde, quand il y a une crise, c'est les acteurs qui sont à l'origine de la crise qui sont conviés à discuter de ces questions-là. Ce n'est pas n'importe qui. Donc ceux qui ont des revendications, ceux qui ont des revendications, on l'a dit. Ce n'est pas négociable pour nous, cette position-là. Parce qu'on connaît... Et on vous accuse de ce point de vue de faire de l'exclusion. J'entendais, comment il s'appelle, nous n'avons vocation à exclure personne. Qui nous sommes pour exclure les gens, encore une fois? C'est des Guinéens. Mais j'entendais un de vos collègues, Ouri, parler de dialogue syncrétique. C'est-à-dire que nous, on peut nous recevoir sur la base des revendications que nous avons. On examine ces revendications sérieusement. Nous venons naturellement pour écouter ce que les uns et les autres ont aussi. Je crois qu'ils peuvent, parallèlement, s'ils le souhaitent, écouter ceux qui n'ont rien à reprocher à la conduite de la transition. Ils peuvent les écouter à part, s'ils souhaitent. Mais en attendant, ils n'ont rien à reprocher à ce qui est en train d'être fait. Bon, après, s'ils souhaitent donc, c'est bien possible de faire quelque chose. On peut organiser de manière séparée. Parce qu'après, sinon, ce qui arrive quand on met tout le monde ensemble, on organise une foire, ça biaise le débat. Ça crée une situation de confusion. Et ce n'est pas, ça ne permet pas de régler le problème. Ça ne permet pas de sortir de la crise. Sur la question de fond, sur, qui est le point de friction entre la CEDEAO et la junte, c'est celle se rapportant à la durée. Qu'est-ce que le CNRD doit faire? Est-ce qu'il faut, d'ici au 22 octobre, il faut s'aligner sans opposition, il faut s'aligner sur les 24 mois? Vous savez, les sanctions vont intervenir et la CEDEAO est décidée parce qu'encore une fois, il s'agira pour la stabilité ouest-africaine et même pour la stabilité africaine de veiller à ce que les gens n'interrompent pas comme ça les processus démocratiques et que cela ne soit pas sanctionné, que cela soit, on laisse faire ça. Je crois que si on laisse faire aujourd'hui, demain, Kabinet l'a dit, rien n'exclut qu'un autre militaire viennent interrompre. Demain, quand quelqu'un sera au pouvoir, je crois que c'est en cela qu'il faut que ce qui est en train d'être fait soit accompagné et que ceux qui sont au pouvoir, qui n'ont été mis là par personne, encore une fois, je crois qu'il faut faire une distinction entre ce groupe de militaires et la Guinée. C'est pas la même chose, hein. Il y a d'un côté un groupe de militaires qui s'est emparé de manière illégale du pouvoir et la Guinée et le peuple de Guinée. C'est pas il faut non. Mais Abakar, c'est important de ne pas plus que 3 minutes. Non, parce qu'il n'a pas répondu à ma question. En fait, moi je voulais savoir, il était à la CENI, il sait ce que c'est organiser des élections. On nous a cité 10 étapes. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut sortir de ces étapes-là pour peut-être réduire le temps de la transition? Notamment les deux recensements. En fait, on a souhaité insérer des étapes chronophages, comme on les appelle. Pour gagner en temps. Quoi? Comme notamment je crois que c'est le RGPH, le RPGA et le RAVEC. On n'en a pas besoin. Le RAVEC, attention, pour une fois, il s'agira, si on veut rentrer là-dedans, de positionner au niveau de l'ensemble des districts et des quartiers de la Guinée, des machines. Parce qu'en fait, le RAVEC a vocation à insérer des naissances. C'est très compliqué à faire. Ouais. Donc, si on ne peut pas insérer une opération de cette nature, quand on veut sortir rapidement d'une transition, en fait, c'est fait pour qu'on n'en sorte pas le plus tôt possible. C'est fait aussi parce que donc, comme on a envie. Pour répondre à la question de nous, ces deux étapes ne sont pas nécessaires. Doivent être sorties et puis se concentrer sur le retour à l'ordre constitutionnel. Et sur la question du fichier, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Pour le fichier, nous l'avons dit, mais encore une fois, c'est en cela qu'il faut le travail qui a été fait quand nous étions là, je crois qui a continué quand les autres sont venus. C'est un travail aujourd'hui, après un certain nombre d'audits qui ont été menés autour, c'est quelque chose de totalement purgé de cet nombre d'anomalies. Je crois qu'on peut partir avec ça. Ouais. Il s'agira d'insérer de nouvelles personnes qui ne se retrouvent pas là-dedans. Toi, le fichier de 2000, de quelle année? Le fichier de quelle année? Non, mais le dernier fichier. 2015. 2020. Le fichier actuel,
il date pas de 2000, attention. Hein. Il a été retravaillé au fur et à mesure. Depuis ce fichier-là, il n'a pas plusieurs fois actualisé. Ouais. En fait, c'est la Qui version. a coûté de l'argent. Oui, la version avalisée en fait par l'OIF. L'OIF, bien entendu. Allez-y. Pour aller demander vos conclusions. Non, mais je crois qu'il y a. Est-ce que j'ai la parole? Bien, allez-y. Allez-y, mon frère. Ouais. Je crois qu'il y a un certain nombre de comptes vérités qu'il faut éviter de dire au niveau de notre pays. Nous avons suffisamment démontré notre volonté de faire en sorte pour que cette transition soit la plus apaisée possible. Je crois qu'au moins, au niveau de l'opinion nationale et au niveau de nos partenaires internationaux, ça c'est sûr. Alors je crois que les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Aujourd'hui, ce que nous voulons que soit fait, notamment au niveau de ce cadre-là, ce n'est pas nous qui refusons que le dialogue soit fait. C'est à la junte de s'ouvrir, de faire des efforts pour que nos positions qui sont connues de l'ensemble des Guinéens, soient sûres et que ces positions soient prises en charge de nature pour qu'on sorte de ça, c'est tout. Moi je crois qu'il n'y a pas à vouloir écouter sur des choses qui n'existent pas. Je voudrais au passage dire bonjour et mes hommages et mes respects à mes amis qui sont aujourd'hui en prison. Il s'agit de Foni Kemengue, Ibrahim Diallo et Cheikh Yaya. Je leur demande tout le courage de continuer à lutter parce qu'encore une fois, le travail qu'ils font, la lutte qu'ils mènent, c'est au nom de ce peuple de Guinée qui leur sera reconnaissant. Et tous les autres prisonniers qui sont là-bas pour leur opinion. Bien.